Hassan Belmessous. Entre les murs du Grand Paris. Bonjour et bienvenue dans la dernière des 3 émissions spéciales d'Entre les murs du Grand Paris sur l'antenne de Fréquence Protestante, une émission enregistrée toujours à la base dans le 11e arrondissement parisien, en partenariat avec la Revue des idées et esprits. Il fallait bien évoquer le Grand Paris dans nos débats sur la ville de demain. Une grande affaire à l'heure où la compétition des villes-mondes prend un tour moins triomphant avec la récession économico-pandémique, quand bien même elle fait toujours autorité. Ne soyons pas naïfs. Dans le monde d'après, l'urbanisme reste plus que jamais une affaire privée. Pour prétendre à une place au soleil, Paris doit être plus créative, plus résiliente, plus optimisée. Je reprends là des terminologies qui nourrissent la littérature des grands projets urbains. Pour cela, le Grand Paris et la perspective des Jeux Olympiques sont de puissants réacteurs à ménager cette heureuse issue. Si les lobbies marchands entrevoient, malgré la récession économique, une fin prospère pour leurs projets, ce Grand Paris est d'essence séparatiste. Le vrai séparatisme social, celui-là, contrairement au séparatisme macronien qui sort sur le néo-communautarisme. Donc, où on voit s'aggraver aujourd'hui des fractures territoriales déjà agissantes. Après la coupure, en effet, Paris-banlieue, c'est une nouvelle cassure qui consomme le territoire, des fractures internes dans des communes pourtant déjà fragiles. Je pense par exemple à ces villes de la Seine-Saint-Denis, proches de Paris-Montreuil par exemple, où une nouvelle forme de coexistence sociale domine, avec d'un côté la minorité néo, tirant profit de ses capitaux financiers et sociaux, et la majorité populaire, dont beaucoup sont des déclassés sociaux. Pour questionner ce Grand Paris, mes invités sont Bernard Landau, architecte de formation, ancien cadre supérieur de l'administration parisienne et aujourd'hui président de l'association de plus en plus médiatisée, je dirais, la Seine n'est pas à vendre, mais peut-être le mérite-t-elle cette médiatisation. Et l'architecte urbaniste Antoine Mialon, qui est un professionnel engagé dans la ville où il réside, l'a bien nommé Aubervilliers. Ma première question à l'un et à l'autre, c'est pour qui aménage-t-on ce Grand Paris, Bernard Landau? À mon avis, depuis 15 ans, c'est le marché qui décide. Voilà. On aménage le Grand Paris pour le marché. Oui, parce que dans la métropolisation qu'a connue depuis les effets de la mondialisation des grandes capitales attractives, et Paris joue dans ce camp, quoi. Paris, Londres... Berlin, Madrid, le placement sur l'immobilier est devenu un secteur dans lequel les fonds d'investissement cherchent à investir. Et faute, c'est mon avis, faute, et c'est un échec pour ça, je crois un peu historique, faute de volonté politique de la gauche quand elle en avait les possibilités, d'instaurer une gouvernance politique qui pourrait permettre, ce qui a été un peu évoqué tout à l'heure, par exemple des péréquations, ou de travailler sur l'intérêt général d'un grand territoire, l'investissement étalé sur les secteurs, les segments qui sont les plus rentables. Donc aujourd'hui, on aménage le Grand Paris pour la rentabilité du placement financier. Je caricature un peu, volontairement, mais c'est un peu ce qui s'est passé sur la dernière décade. Antoine Mialon, est-ce que le Grand Paris, c'est d'abord une affaire de fric? Pour parler d'Aubervilliers, je crois qu'on ne peut pas en parler sans parler des différentes échelles scalaires de la ville. Donc il y a d'abord l'échelle de la commune, après il y a l'échelle des établissements publics territoriaux, et après le Grand Paris. Mais au niveau de la planète, il y a une compétition effectivement entre les villes. Mais il suffit de voir le volume de construction aujourd'hui, il est supérieur à la reconstruction après-guerre. Il suffit de se balader un peu partout, que ce soit à Singapour ou dans d'autres villes au Brésil ou même au Caire. On a des croissances urbaines, quelquefois à 2 chiffres, ou en Asie.
Donc il y a une compétition internationale donc, entre les villes dans laquelle le Grand Paris s'inscrit, et il y a aussi une compétition nationale, puisqu'on parle du Grand Paris, mais il y a le Grand Bordeaux, il y a le Grand Lyon, il y a le Grand Marseille, il y a le Grand Toulouse. Donc il y a une espèce de folie de construction. Faut regarder, là je passais sur le périphérique au niveau d'Ivry, j'ai compté 12 tours, 12 grues de construction juste au bord de l'autoroute, quoi, du périphérique. D'Ivry. Sur la ville d'Ivry, ouais. Ouais, dans le Val-de-Marne. Finalement, quand on dit que le Grand Paris, c'est d'abord une affaire de mobilité, de transport. Au départ, c'est le Grand Paris Express qui a été réinitié par Nicolas Sarkozy en 2007-2008, de mémoire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce renversement? C'est qu'il y a un moment, le marché a dit aux politiques parfait, vous avez créé les conditions finalement de ce nouveau marché, mais maintenant, place aux affaires sérieuses et place à nos investissements. Il faut que ces investissements-là, il faut qu'ils nous soient optimisables. C'est ça, Bernard Landau? Non, mais évidemment, on caricature un petit peu. Oui, parce que j'ai l'impression d'être dans un jeu de Monopoly, là. Il y a un peu un Monopoly sur le territoire si on regarde où sont les investissements, puisque vous parliez tout à l'heure des fractures territoriales. Il est incontestable que depuis 15 ans, dans le développement de la région parisienne, là où des territoires progressent et s'enrichissent d'un certain point de vue, d'autres s'appauvrissent, c'est-à-dire que les écarts se creusent. La décision de construire le métro du Grand Paris, qui a été une décision attendue depuis longtemps, elle va essayer de rééquilibrer les choses. Mais à part quelques opérations d'intérêt national qui ont du mal à sortir, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour des quartiers des gares du Grand Paris, si vous voulez. Les opérations qui marchent le mieux ou qui construisent selon des modèles d'un nouvel urbanisme, enfin on ne va pas parler des formes architecturales, ou on ne va pas parler non plus de la façon dont les opérateurs maintenant se sont reconstitués, c'est-à-dire les groupes se sont reconstitués, entre les groupes du BTP, les entreprises, les banques qui financent, les architectes qui sont plutôt choisis par les investisseurs que par les maîtres d'ouvrage. Il y a de nouveaux modèles urbains qui sortent de terre. Il se passe quand même, en général, là où ça marche, sur les segments où la rentabilité était assurée. La rentabilité, c'est 12%. C'est 12%. Moi, de par les fonctions, si vous voulez, que j'ai occupées, j'étais souvent au MIPIM. Au MIPIM, donc chaque ville... Pardon, le MIPIM, pour nos auditeurs, c'est le marché, l'immobilier, de la promotion immobilière qui a lieu chaque année à Cannes. Bon, on a été dans une période très faste. Là, je pense que le CODIV va siffler la fin de la partie, d'un certain point de vue, sur un long cycle. Mais ce long cycle, il va de 2005-2006 à 2018-2019. Et quand vous présentiez sur le stand de la mairie de Paris les projets, les gars venaient en disant « j'ai 500 millions » ou « je les mets ». Enfin, je caricature, mais il y a un peu de ça. Les réinventés ont servi à capter ça. Sous couvert d'innovation, une nouvelle procédure, c'est quand même ce qui s'est passé. Pas mal vont se casser la figure. À mon avis, on ne va pas tout voir construire. Alors, je parlais de Monopoly. Finalement, c'est la métaphore du casino. Entrons de plein pied à Aubervilliers, commune proche de Paris, avec des stations de métro. On sait que selon qu'il y ait des stations de métro, ça donne une certaine tonalité, j'allais dire, en matière de profit et de réception de nouvelles classes. C'est ce qu'on appelle la gentrification. On l'a vu à Montreuil, on commence un peu à le voir à Aubervilliers, particulièrement dans un quartier autour de Front Populaire, ces stations de métro, avec la construction du campus Condorcet. Et pas loin de Condorcet, il y a cet immense territoire occupé par des grossistes asiatiques, qui ont quitté Paris dans les années 2000, Paris étant trop cher, boulevard Voltaire, etc. Et un peu plus loin, eh bien, ce sont les milliers de migrants qu'on voyait le long du canal Saint-Denis, mangeant du mafé et essayant de se débrouiller parce que c'est des vies de galère.
Et tout ça, ça cohabite. Mais pourtant, l'Aubervilliers qu'initie le Grand Paris, c'est l'Aubervilliers de Front Populaire. Et comment peut cohabiter Antoine Mialon avec l'Aubervilliers des migrants, des déclassés, des sans-papiers et des grossistes asiatiques? Je rappelle que vous habitez Aubervilliers. Oui. Par rapport au canal Saint-Denis, parce que là on est sur la partie ouest d'Aubervilliers, mais Aubervilliers c'est une des villes les plus pauvres de France, enfin là où il y a le plus de précarité. Donc sur Aubervilliers, on a donc la ligne 15 qui fait pour schématiser, c'est une ligne du Grand Paris Express qui fait le tour de Paris intramuros. Donc en rejoignant Saint-Denis, non, il n'y a pas Saint-Denis, qu'est-ce que je raconte? C'est une ligne qui est à construire, hein, qui n'existe pas. Et en construction, avec 2 gares et des périmètres de préemption, OIM, donc à la mairie d'Aubervilliers et au fort d'Aubervilliers. Alors les périmètres de préemption, ils prennent quasiment la moitié de la ville. Et donc ces 2 gares, c'est 2 grands concours internationaux, gagnés par Nicolas Grimshaw. Et donc gagné par Nicolas Grimshaw, enfin l'atelier Grimshaw. Et donc, alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que ma question, c'était cette cohabitation, quoi. Comment ça fait pour, du moins cohabitation, cette coexistence? Comment on fait coexister ces nouvelles gares avec, comme pour voisinage, mais très très lointain, alors qu'ils sont proches? Encore une fois, des migrants, des Asiatiques, des Arabes et des pauvres Français qui habitent dans l'habitat social, dans le logement social, un centre-ville qui est extrêmement paupérisé. On ne sait pas, la mairie d'Aubervilliers, hein, la station de métro, c'est pas la mairie de Montreuil, qui, elle, c'est très gentrifié. Comment ça vit tout ça? En fait, on a une densification de l'espace par aussi il faut bien comprendre qu'il y a le projet du Grand Paris et parallèlement, on a aussi le NPNRU, quoi. Le projet national de renouvellement urbain. Voilà. Par les enrues, etc. Donc il y a tout un tas de constructions qui sont en train de densifier en fait ces anciens quartiers. Donc il y a effectivement des tensions entre les nouveaux arrivants et les locaux, quoi. Quel type de tension? Alors, on est sur des quartiers difficiles, donc il y a quand même des problématiques de délinquance, de drogue, etc. quoi. Et c'est surtout la privatisation de l'espace, donc qui restreint un peu l'espace public. Donc on a de moins en moins d'espace public, puis des réponses très sécuritaires, si vous voulez, par le biais de l'ANRU, par la construction à des questions, je veux dire, sociales. D'autant que, Antoine Mialon, oui. La police est intervenue il y a quelques semaines pour déloger tous les migrants qui occupaient une partie du canal de Saint-Denis. En fait, c'est pour ça que vous parliez de climat de tension, c'est ce climat de tension-là que j'essaye de comprendre. C'est-à-dire qu'Aubervilliers a une histoire, c'est un peu un territoire d'accueil, c'est un peu historique puisque c'est une terre d'immigration, Aubervilliers, des guerres françaises, mais aussi maintenant des guerres mondiales. Daminx disait que Aubervilliers est à l'écoute de tous les soubresauts du monde, mais à Aubervilliers, on peut entendre des histoires qui font écho à des choses qui se passent, ou des guerres qui se passent un peu partout dans le monde, et des choses des événements assez récents, quoi. Il y a 110 langues parlées, donc ça brasse énormément de culture. Mais donc par rapport aux réfugiés et aux migrants, Aubervilliers récupère aussi les migrants qu'on ne veut pas voir à Paris intramuros. C'est qu'il faut voir aussi, quoi. Bernard Landau, finalement, Aubervilliers, c'est un peu l'expression est un peu galvaudée, mais miroir grossissant de ce Grand Paris qui se construit finalement, Grand Paris de niche, j'allais dire, dans une ville, dans un département comme la Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça risque pas d'aggraver finalement, même localement, des fractures territoriales? C'est-à-dire qu'il y a les stations du Grand Paris avec leurs futurs quartiers, et il y a le reste.
qui va essayer de survivre. Alors, dans cette discussion sur l'urbanisme et l'architecture, que peuvent-ils faire pour la crise sociale moi, j'ai une réponse quand même assez radicale, si vous voulez, c'est que ni l'architecture ni l'urbanisme n'ont résolu la question du chômage. Enfin, je suis un peu direct. Ni du chômage, ni des migrations de masse, qui sont le monde de demain, avec le réchauffement climatique. Donc on peut faire les villes les plus belles qu'on veut, les mieux distribuées. S'il y a 10 millions de chômeurs, le problème est structurel et c'est pas l'urbanisme qui va résoudre ça. Enfin, je dis ça parce que on vit quand même dans des contradictions internes au développement de la façon dont ce que je pense nécessaire, c'est-à-dire une vision solidaire et qui dépasse l'entre-soi de chaque maire, pour partager un certain nombre de choses sur le territoire qu'on pourrait appeler du Grand Paris. Je vais juste donner 2 exemples très simples de ce que ça peut illustrer. Aujourd'hui, le système dit que chacun doit trouver la solution à son problème sur son territoire. Il y a 8 ans, la ville de Saint-Ouen se paye un parc de 11 hectares avec l'aide de la région, de l'État, un peu de la ville de Paris, et elle arrive à faire un parc de 11 hectares. Ça, c'était possible il y a encore peu de temps. Au même moment, si vous voulez, ou pas au même moment, à un autre endroit, sur un endroit qui est tout à fait important, à la confluence de la Marne et de la Seine, à Ivry, ces dispositifs de solidarité ayant disparu, la ville d'Ivry essaye de faire toute seule, avec les finances de sa commune, un maigre parc de 5 hectares. Il en faudrait un bien plus grand, si vous voulez, on parlait tout à l'heure. Mais il n'y a plus ces systèmes de solidarité. Premier exemple. Deuxième exemple, à l'inverse, c'est passé cet été de façon extrêmement discrète une enquête publique sur que faire sur le centre de l'île Seguin. Alors, l'enquête publique... Dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne. Boulogne, c'est des fans du bourreau, si vous voulez. La ville de Boulogne, ils ont plus de gens qui travaillent à Boulogne que d'habitants. Et leur idée, c'est de continuer à faire du bureau. Alors, si vous voulez, sur cette petite île au centre, qui fait 170 mètres de large, on va nous rebalancer 160 000 mètres carrés de bureaux. Comprenne qui pourra, si vous voulez. Mais ça sont des exemples très concrets de l'importance d'une gouvernance métropolitaine qui disent à Boulogne, écoute, ça suffit. D'abord, les îles, c'est des îlots de fraîcheur. C'est pas des trucs pour aller construire des bureaux dont on n'a pas besoin, mais c'est la situation dans laquelle on est. Donc, si vous voulez, moi, je suis un militant du Grand Paris, mais je suis même, si vous voulez, presque pour que l'État reprenne la main, mais sur une politique, je dirais presque autoritaire et de solidarité. Par exemple, que l'agrément sur les bureaux ne soit pas donné à la ville de Boulogne, ou l'agrément sur les activités soit donné pour les territoires qui ont besoin de créer des emplois. Parce que sans ça, et c'est probablement le scénario dans lequel on va, si vous voulez, il y a eu la construction des HBM, qu'est-ce qu'il y avait au PDHM? Il y avait la zone. Bon, et dans les contradictions, si vous voulez, je vois la Caisse des dépôts à lancer, enfin, personne ne l'a relevé, mais un appel à projet aux architectes et aux maires pour qu'ils trouvent des terrains pour mettre des algécos pour loger les sans-abri. Traduit en français, les bidonvilles des temps modernes. Non, mais c'est exactement ce qui va se passer. Faut pas se raconter, c'est la réalité devant laquelle on est. Je suis pas très optimiste, hein. Mais on ne peut pas opposer, si vous voulez, dans les villes, non, on est contre le Grand Paris parce que ça déporte, et on a vu que depuis 20 ans, les élus de toutes les communes du Grand Paris, c'est-à-dire les élus au niveau des élus, ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord pour un minimum de solidarité intercommunale. Donc ça, c'est un vrai échec de la démocratie. Hein, y a Marseille et la région parisienne qui sont dans ce cas-là, donc il faut prendre le problème par le bas, comme l'on dit lors d'une première émission, et dans les dernières années à Paris, ce qui est flagrant, c'est que vous avez un renouveau des luttes urbaines. Depuis 20 ans, ça n'existait pas. Et aussi par le haut. Antoine Merlion, il y a peu de démocratie, hein, et Aubervilliers est une commune qui a été sacrément finalement pointé du doigt, hein. Je pense entre autres à ce petit livre paru chez Gallimard, la collection Tracts de l'écrivain Didier Daninx, il y a quelques mois. Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'à Aubervilliers, il y a, au-delà des initiatives associatives, etc., un mouvement de contestation politique puissant. Ou je me trompe ?
de contestation envers les élus. Envers les élus, envers cette façon finalement de faire de la ville, ce campus Condorcet qui pousse comme ça dans un endroit et qui va profiter qu'à quelques-uns. C'est une sorte de bunker, hein. Moi j'ai l'impression, hein, quand on s'y promène. Et tous ces coins finalement, toutes ces enclaves de misère que ces nouvelles constructions côtoient. Alors, d'abord à Aubervilliers, il y a très peu de gens qui votent. Hein. Je crois que la maire a été élue avec 5000 voix. Combien de... Je crois qu'il y a eu 25% de participation, non? Quelque chose comme ça, non? Alors il y a, je sais qu'il y a au moins 80 000 habitants. Quoi. Oui. Donc c'est très très peu de votants. Donc peu de votants. Après il y a des militants, mais il y a beaucoup de militants qui ont une culture militante, et communiste et socialiste. Et vis-à-vis du Grand Paris, donc on peut avoir l'exemple de l'îlot Ferragu, c'est donc la gare du centre-ville, ou la SGP, donc la Société du Grand Paris, qui est chargée de mettre en place de faire le chantier en fait du Grand Paris Express, donc de la ligne 15, a préempté l'îlot historique Ferragu. Donc là, il y a l'association Métrobert qui s'est montée qui est monté au créneau pour contester les expropriations qui ont été faites sur cet îlot-là. Mais est-ce que tout ça, ça se fédère et ça donne un mouvement de contestation? Alors les élus ont suivi et ils ont pu avoir un dialogue avec la SGP, ce qui n'était pas possible avant. Donc les associations, elles ont besoin que les élus portent aussi leur parole à l'intercommunalité et au Grand Paris. Non, parce que la question, c'est celle de la démocratisation, finalement, hein, de la ville et de l'espace public, qui est un espace déserté par les habitants, déserté par le politique lui-même, j'allais dire, hein, puisque si on dit que l'urbanisme est une affaire privée, dans ces cas-là, une ville comme la vôtre, comment elle peut évoluer? Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il y a des grands bouleversements urbains. Il y a une discontinuité historique. C'est vraiment le phénomène de tabula rasa avec le Grand Paris, quoi. Ça concerne quasiment la moitié de la ville. Si je prends l'ensemble des travaux de NPNRU, ZAC et Grand Paris, oui, les gens sont inquiets de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, quoi. Mais est-ce qu'ils sont inquiets et désenchantés, c'est-à-dire que finalement ça neutralise toutes les initiatives, ou est-ce qu'ils sont inquiets et prêts à agir pour se faire entendre? Alors, ils ont l'espérance de... Faut savoir qu'Aubervilliers, à partir des années 60 et des lois de décentralisation, c'est une ville qui s'est très fortement paupérisée, quoi. Donc, il y a eu une fuite des habitants, quoi. Bon, la ville a perdu des habitants dans les années 90. Aujourd'hui, avec le lancement du Grand Paris, c'est une ville qui a une croissance habitante assez énorme. Bernard Landau, vous dites que la récession, finalement, va rendre plus humble, hein, du moins va réduire l'évolution de cet urbanisme, finalement, privé. Malgré tout, il y a les JO. Hein, avec leur calendrier, hein, les JO c'est dans 4 ans, c'est demain. La Seine-Saint-Denis par exemple va accueillir un certain nombre d'équipements sportifs, va redessiner la ville, hein, Aubervilliers on le voit, hein, le canal Saint-Denis, au bout du canal Saint-Denis. Est-ce que ça réécrit pas finalement le dessin du Grand Paris, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que les JO sont pas la bouée de secours du Grand Paris marchand? Parce que là, pour le coup, du moins, le programme doit être fait. Alors oui, dans votre question, il y a une part de vérité ou d'intuition. De toute façon, il n'y a qu'à regarder la feuille de route du préfet, dont je ne me rappelle pas le nom, qui remplace Cadeau.
qui était le préfet de la région, sa feuille de route, c'est d'abord, il faut que les JO sortent. Bon, et puis, on est à peu près 10 ans, par exemple, sur la question de la mise en cohérence des énormes investissements qu'il y a sur les questions des transports. C'est quand même 200 km de lignes de métro en banlieue, hein, pour élément de comparaison, si vous voulez, le métro parisien, entre 1900 et 1930, c'est 130 km. Là, c'est 200 km. Mais on n'a pas de lisibilité sur à quel rythme ces 200 km vont être construits. Donc là où vous avez raison, c'est que l'objectif JO fait qu'on va probablement hiérarchiser un certain nombre de grands travaux au regard de ce qu'il faut faire pour les JO. Ça, je suis d'accord. Mais si vous voulez, quand je tente que, par exemple, la ville de Paris veut réviser son plan local d'urbanisme, alors on va voir ce que ça va donner. C'est une ville très dense. On a dit, les assos ont dit stop au béton, et elle sort le truc urbanisme bioclimatique. Bon, moi je sens venir. Alors je suis pas très optimiste sur l'avenir de. Si vous voulez, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, mais je sens quand même des changements dans les mentalités, si vous voulez, des changements dans les mentalités. Moi, j'ai pu échanger un peu avec certains des responsables parisiens nouvellement élus. Ils ont parfaitement conscience qu'on rentre dans une autre histoire, si vous voulez. Bah écoutez, pardon de vous couper, mais j'ai bien retenu que le pire n'est pas incertain. Bernard Landau, merci. Antoine Mialon, merci. C'était le dernier débat enregistré à la base en partenariat avec la revue Esprit sur ces questions de la ville de demain. C'était Entre les murs du Grand Paris, une émission que vous pourrez réécouter sur l'antenne de Fréquence Protestante. À bientôt. Check it out.